Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur le fer. Comme promis, je t'avais dit que j'allais faire un épisode sur comment avoir suffisamment de fer avec ton alimentation. C'est évidemment une chose que je vais faire dans cet épisode-là. Je vais t'expliquer concrètement, alors d'ailleurs le jeu de mots n'était pas fait exprès, mais je vais concrètement te donner comment en avoir assez avec ton alimentation. D'ailleurs, si tu veux savoir un petit peu plus comment avoir suffisamment de fer avec une alimentation qui est végane ou même, enfin une alimentation végétalienne ou une alimentation végétarienne, j'ai fait un cours sur le sujet de comment suivre une alimentation végétalienne sans avoir de carence. C'est un cours où j'ai expliqué dans plein de vidéos, donc c'est un cours de 2 heures sous format vidéo où je t'explique de manière pratique comment ne pas du tout avoir de carence en ayant une alimentation végétalienne. Donc c'est-à-dire que je vais à la fois te parler du fer, mais je vais également te parler de d'autres nutriments à risque, comme par exemple la vitamine B12, le calcium, etc. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description du podcast ou du moins à m'envoyer un message sur Instagram. Je t'enverrai directement le lien du cours et comme ça, si tu auras des questions, je pourrai y répondre. Mais voilà, globalement, je te dis ça parce qu'il y a toutes les réponses là-dedans et j'en ai également déjà parlé dans certains épisodes de podcast, donc je ne vais pas me répéter pour les détails au niveau de l'alimentation végétalienne, de quelles sont les petites choses à faire attention en plus. Évidemment, je vais un petit peu introduire certaines choses dans cet épisode-là parce que je vais également tout voir au niveau de l'alimentation, du fer et de comment en avoir assez. Donc forcément que je parlerai un petit peu de cet aspect-là. Mais voilà, je vais quand même vous parler de plein de choses dans cet épisode, donc j'aurai pas le temps non plus de parler de tout l'aspect végétalien parce que c'est pas le sujet principal de cet épisode. Globalement, avant de parler où est-ce qu'on trouve le fer, comment en avoir assez, les interactions, les choses à faire attention, il faut savoir, et ça tu le sais probablement, mais il y a deux sortes de fer. Il y a le fer dit non héminique et il y a le fer héminique. Le fer héminique, c'est un fer qui vient des aliments, enfin des sources animales. Le fer non héminique, c'est du fer qui vient des sources végétales. Il faut savoir que le fer non héminique, donc qui vient des végétaux, est beaucoup moins bien absorbé que le fer héminique qui vient des sources animales. C'est d'ailleurs pour ça que le fer est un sujet assez connu chez les végétariens, mais surtout chez les végétaliens. Donc voilà. Il faut savoir que le fer non héminique et le fer héminique sont des types de fer, donc pour les deux, mais davantage le fer non héminique, il est encore plus sensible à différentes choses, qu'il y a beaucoup d'interactions avec d'autres molécules, et notamment des molécules qu'on rencontre dans l'alimentation. C'est-à-dire que selon comment ton repas est structuré, eh bien, il y a d'autres composants qui sont présents dans d'autres aliments, à part ceux qui vont amener du fer, qui peuvent interagir avec le fer que tu vas apporter, et donc qui peuvent aussi bien augmenter l'absorption du fer ou même inhiber l'absorption du fer. Donc c'est-à-dire que tu peux aussi bien dans un de tes repas carrément améliorer l'absorption de base qu'il y avait du fer que tu vas amener, mais ça peut aussi bien carrément diminuer énormément cette absorption du fer qu'il y avait et donc encore plus accentuer un risque de carence. Donc ça déjà c'est super important à le comprendre et je vais évidemment te lister les principaux facteurs qui justement ont des effets sur l'absorption du fer, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Alors déjà, concrètement, où est-ce qu'on trouve le fer, hein, avant de te parler de toutes ces interactions-là? Eh bien, le fer, pour les sources animales, on en trouve surtout dans les viandes, mais également dans certains poissons. Donc ça, c'est les principales sources. Au niveau des produits laitiers et des fromages, on en trouve quasiment pas, hein, clairement. Et au niveau des sources végétales, eh bien, c'est surtout dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots blancs, flageolets, etc. Et aussi dans d'autres, donc dans certains céréales, comme par exemple le quinoa, le boulgour et autres, mais également dans certains oléagineux, donc des cacahuètes, des choses comme ça. Sinon, pour tout ce qui est fruits, pour tout ce qui est légumes, on n'en trouve quasiment pas, et aussi pour tout ce qui est d'autres, globalement d'autres, enfin il y a même certains céréales, etc. Par exemple le riz et autres, on n'en trouve pas beaucoup du fer. C'est vraiment certaines céréales plutôt, et des légumineuses et aussi des oléagineux. Mais sinon on n'en trouve pas vraiment. Globalement, le fer, on en trouve dans pas énormément d'aliments, d'autant plus si on ne mange pas de produits animaux. Et même pour les personnes omnivores, il n'y a pas tant de sources de fer que ça. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de viande, la viande rouge, etc. C'est très riche. Mais par rapport à tous les aliments qui existent, et bien vu qu'il déjà il n'y a pas les fruits et légumes dedans, et bien ça enlève pas mal d'aliments au final. Donc ça, c'est déjà quelque chose à comprendre, c'est que le fer, contrairement au potassium, contrairement au magnésium, au phosphore, eh bien, ce sont des nutriments qui ne sont pas présents dans tous les aliments. Alors, le magnésium n'est pas présent en grosse quantité, mais il est présent globalement dans tous les aliments.
Déjà, ça, c'est un premier point intéressant. Et déjà, au niveau de tes choix alimentaires, par exemple, si tu mets des lentilles dans un repas, eh bien, les lentilles, c'est du fer non héminique, et ce fer non héminique peut être impacté par différents facteurs, aussi bien de manière positive que de manière négative. On va commencer par les choses qui ont un impact négatif, comme ça on finira par le bien. Déjà, qu'est-ce qui a un impact négatif au niveau de l'absorption du fer? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des antinutriments. Donc, ce sont différentes molécules en fait qui vont diminuer l'absorption de ton fer, pour la simple et bonne raison que quand tu vas manger ces molécules-là, eh bien, au cours de ton tract digestif, hein, c'est-à-dire l'œsophage, l'estomac, etc., eh bien, ces antinutriments-là, ces molécules vont se coller, oui, clairement, c'est ça, vont se coller, vont se lier au fer non héminique, et en fait, cette nouvelle structure, donc le fer non héminique plus cette molécule-là, va devenir une molécule qu'on dit insoluble. Et c'est une molécule en fait qu'une fois que tu vas être au niveau des intestins, là où le fer est généralement absorbé, hein, même s'il est absorbé dans plusieurs zones, eh bien, il va pas pouvoir être absorbé parce que c'est insoluble et ça ne sera pas, on va dire, compatible avec les différents transporteurs qui normalement absorbent le fer. Donc en fait, ça va faire que tu vas tout simplement gâcher une partie du fer que tu auras mangé à cause de ces antinutriments-là. Alors ces antinutriments-là, plus précisément, c'est le tanin, également les phytates qui peuvent jouer et également l'oxalate qui joue. L'oxalate, par exemple, c'est présent dans les épinards. Le tanin, c'est par exemple présent dans le vin, dans le thé, un petit peu dans le café. Et en fait, toutes ces molécules-là, bah, par exemple, si tu bois un thé pendant un repas qui a des sources riches en fer, eh bien le tanin de ton thé va se lier aux sources enfin, au fer qui provient des sources riches de ton repas, et donc va diminuer la quantité de fer que tu aurais pu absorber si tu n'avais pas mis de thé dans ton repas. C'est la même chose s'il y aurait eu par exemple des épinards et qu'à côté tu avais par exemple des lentilles, eh bien le fer des lentilles sera moins bien absorbé parce qu'il y a des oxalates dans les épinards. Alors évidemment, il faut prendre avec enfin pas avec des pincettes, mais il faut comprendre que tu ne peux pas aller à l'extrême au niveau des associations alimentaires. Si tu commences à dire que non, tu ne peux pas manger d'épinards parce qu'il y a du fer ailleurs dans le repas, c'est totalement faux. Déjà, il faut savoir que les oxalates sont en partie réduits par la cuisson. Mais en plus de ça, si tu t'occupes de toutes les interactions possibles, tu vas voir qu'il y en a beaucoup et que c'est juste pas possible, c'est pas vivable de faire attention à toutes ces interactions-là, tout en mangeant, on va dire, sans trop se prendre la tête. Mais voilà, en tout cas, à titre informatif, il y a déjà ces antinutriments qui ont un impact négatif au niveau du fer. Deuxième chose, c'est le calcium. Alors le calcium, c'est dans le cas où on en mange en grosse quantité, et notamment dans le cas où on en prend en supplémentation, hein. Par exemple, certaines personnes prennent du calcium de citrate, etc., parce qu'il manque de calcium. Eh bien, si tu prends ton supplément de calcium dans un repas où il y aura des sources riches en fer, eh bien là, le calcium va venir en compétition avec le fer et il sera beaucoup moins bien absorbé, hein. Évidemment, je parle du fer. Donc ça déjà, c'est le deuxième élément qui va aussi avoir un impact sur l'absorption du fer. Et globalement, il y a aussi d'autres nutriments qui sembleraient avoir un impact sur l'absorption du fer. Donc il y a par exemple le zinc, où c'est pas mal recherché que si on mange énormément de zinc, eh bien ça va inhiber l'absorption du fer, mais c'est surtout le cas contraire qui se passe dans le cas où on se supplémente en fer. Ça peut très vite inhiber l'absorption du zinc parce qu'on a trop de fer en ratio par rapport au zinc. Donc voilà. Ça, c'est pour les impacts négatifs, mais il y a aussi pour le fer des impacts positifs, c'est-à-dire que, enfin là, ça va surtout concerner le fer non héminique, c'est-à-dire le fer végétal, mais déjà la vitamine C, eh bien la vitamine C aide la conversion du fer non héminique, c'est-à-dire que le fer non héminique sera converti avant d'entrer dans notre sang, etc., sera converti en la forme qui est la mieux absorbée par le corps, et ce pouvoir-là de la vitamine C permet donc d'absorber beaucoup mieux le fer qu'on a dans nos repas. Donc c'est pour ça que si tu as une source riche en fer dans ton repas, eh bien c'est toujours intéressant d'essayer de mettre une source riche en vitamine C avec ton repas, comme par exemple un fruit, etc., un kiwi, une orange, peu importe. Mais voilà, ça peut vraiment avoir son effet. Globalement, il y a aussi les protéines. Alors, il semblerait que si on mange environ 30 grammes de tissu musculaire, donc c'est-à-dire de la viande, eh bien ça aurait, en termes d'amélioration de l'absorption du fer, ça aurait un effet équivalent de si on a mangé 25 milligrammes de vitamine C, ce qui correspond globalement à 50 grammes d'orange, pour faire une comparaison. Donc 30 grammes de viande peut avoir les mêmes effets sur l'absorption du fer que 50 grammes d'orange, si on dit à peu près. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux principaux
facteurs qui peuvent améliorer l'absorption du fer. Et le troisième aussi, mais c'est un petit peu plus subtil, c'est les acides organiques, hein. C'est un petit peu comme au final la vitamine C, puisque c'est quand même un acide ascorbique, hein, donc c'est un acide organique. Par exemple, l'acide citrique, l'acide malique, etc. Ce sont des choses qu'on peut trouver par exemple dans des aliments fermentés. Et ces aliments fermentés-là, puisqu'ils ont des acides organiques, et bien ces acides organiques-là vont aussi améliorer l'absorption du fer par des mécanismes qui sont assez similaires à la vitamine C. Donc globalement, tu vois quand même qu'il y a plusieurs façons d'améliorer l'absorption du fer, mais évidemment, même si tu mets ces différentes façons-là en place et que tu évites non plus d'avoir des quantités énormes de molécules qui empêchent son absorption, tu auras des bénéfices, mais bien sûr, la principale chose à faire, c'est déjà de base d'avoir une source riche en fer dans tes repas. Parce que si tu n'as pas de source riche en fer, même si tu augmentes l'absorption, ça ne servira à rien s'il n'y a pas de fer de base. Donc tu comprends vite quand même que c'est assez challengeant d'avoir suffisamment de fer dans ton alimentation, mais évidemment c'est totalement possible. Et comme je te l'ai dit au début de l'épisode, j'ai déjà fait un cours pour les végétariens et les végétaliens au niveau de comment avoir assez de fer, mais surtout au niveau de comment avoir assez de nutriments et de ne pas avoir de carence. Donc encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse et je t'enverrai le lien de mon cours. Et si tu as des questions, tu n'hésiteras pas aussi à me les poser. Globalement, je pense avoir dit le tour au niveau du fer et de où est-ce qu'on en trouve dans l'alimentation et quelles sont les choses à faire attention. Évidemment, l'idée, c'est de mettre petit à petit des choses en place pour que tu aies quand même une certaine base, pour que tu aies une certaine structure. Et après, ça devrait plutôt bien se passer. Et tous les rôles qu'on a vus dans l'épisode numéro 1 devraient plutôt également bien se dérouler au sein de ton corps. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser une note sur l'épisode, mais surtout, je t'invite vraiment à m'envoyer un message si le cours t'intéresse, celui que je t'ai parlé. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.